Bonjour, bienvenue à tous pour l'émission numéro 10 de Radio Mortimer. Une émission des passionnés qui parle aux passionnés. Aujourd'hui pour l'émission, on va commencer par France Fantôme, OTGP merci, puis La Tempête qui pour le coup est à la Comédie Française, en attendant Bojangles, j'ai encore mal dit, Bojangles, excusez-moi, donc pour le coup à la Pépinière, Macbeth à l'Odéon et Le Livre de ma mère à l'atelier. Et puis surtout restez jusqu'à la fin de l'émission puisque nous vous annoncerons les noms des deux gagnants de notre concours de Molière à Mortimer qui nous occupait tout le mois de janvier. Donc nous commençons cette émission avec France Fantôme qui se joue demain et après-demain à la scène nationale à Alençon, s'il y a des gens du coin. Autour de moi pour parler de cette pièce, Maxime des Espaces Libres. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Le Quatrième Mur. Bonsoir. Et Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Donc, texte et mise en scène de Tiffaine Raffier avec Guillaume Bachelet, François Godard, Mexiano Mendanaou, Edith Mériot, Aini Wang, Joanne Weber, Rodolphe Poulain, plus deux musiciens que je pense qu'on ne cite pas assez, Marie Eberlé et Pierre Maresco. Autour de cette pièce qui parle d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui vivent dans un monde où les souvenirs de chacun peuvent être stockés numériquement au fond de l'océan. Et après une disparition, une femme décide de retélécharger son amour dans un nouveau corps. Ouais. Oui, Alexandre Charlet a trouvé très intéressant France Fantôme, glaçant qu'en réalité et fiction se rejoignent dans les travaux du CAP 2022 qui envisage la destruction de nos mémoires collectives. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec ce tweet c'est pas très clair, mais alors c'est vrai que moi j'ai vraiment apprécié ce travail de Tiffaine Raffier, donc c'est son troisième spectacle. Elle a écrit cette pièce donc en 2 ans, hein, donc c'est vraiment un travail au long cours. Et c'est mettre la science-fiction au théâtre, donc ce qui est assez rare. On voit rarement de la science-fiction au théâtre, et je trouvais que c'était intéressant de se prêter à l'exercice. Souvent on laisse ça au cinéma parce que on y met souvent beaucoup d'effets spéciaux, mais là c'est vrai qu'elle prend ce thème. Donc effectivement, le stockage, les personnes peuvent stocker leur mémoire sur des disques durs. On est sur une dystopie, donc et ça permet aux personnes... C'est un thème beaucoup exploité au cinéma pour le coup. Est-ce que c'est très visuel comme pièce du coup ? C'est exploité au cinéma et en série aussi. On pense forcément à la série Black Mirror en ce moment, dont on entend beaucoup parler. On pense aussi à Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est des thèmes, en fait, au cinéma, en série, c'est très courant. Enfin, la science-fiction, c'est des thèmes c'est plutôt inédit au théâtre. Très abordés, mais très peu au théâtre. Et je trouve qu'elle s'en sort vraiment très bien en 2h30, il me semble. Elle arrive à nous embarquer quand même dans ce monde avec au départ un décor très, très classique, un décor de cuisine banal. Donc on n'est pas du tout dans un effet technologique, en tout cas dans la scénographie. C'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'en fait on n'est pas loin de ce que pourrait être la réalité, hein. On tire un peu, c'est comme dans Black Mirror, on tire la réalité d'un point de vue technologique. En fait c'est un monde où la technologie est remplace l'art. C'est une dystopie, c'est-à-dire un futur probable. Oui, c'est un futur probable, c'est probable, et c'est vrai que l'art est un petit peu remplacé par la technologie, et je trouve que elle a réussi à m'embarquer dedans, et je trouve qu'il y a un très bon... Les acteurs aussi s'en sortent très bien durant les 2h30. Ça m'a beaucoup plu, voilà, de petit avis général de départ. J'avais une question. Ces personnages ont-ils un nom ? Oui. D'accord. J'avais l'impression en lisant le dossier de presse que... Non, ils ont un nom, c'est Véronique. En fait, on suit surtout le parcours de Véronique. Qui est dans son deuil. Qui est dans son deuil et qui n'accepte pas ce deuil. On interroge aussi la question de Sam. On interroge beaucoup la question du deuil complètement associé à la technologie. En fait, le deuil qui n'existe plus pratiquement, parce qu'on peut rappeler... Et le thème de la vie éternelle dans ce cas-là, l'immortalité. En fait, les gens, on est devenu immortel parce que l'on peut se réincarner ou réintégrer un corps d'un rappelé. Mais disons que c'est l'âme, en fait, par les souvenirs qui revient dans un corps différent. C'est-à-dire il y a une phrase dans le texte que j'ai trouvé très belle, on transforme le culte de l'apparence en culte de l'âme. C'est-à-dire que
on perd son apparence, en fait, on revient à la vie, mais dans une apparence différente. Mais l'important, c'est que nos souvenirs sont intacts et la personne retrouve les souvenirs. Et d'ailleurs, la cérémonie, l'espèce de cérémonie rituelle, ils disent la dernière phrase avant la mort. Ils reprennent cette dernière phrase pour reprendre le cours de la vie comme il est juste au moment où la mort est intervenue. Donc il y a vraiment ce côté-là, l'idée est excellente et l'histoire est très belle, mais moi je trouve que c'est un petit peu péché par la forme. Moi j'ai trouvé ça trop long. Pourtant j'y suis allée un dimanche après-midi et je ne suis pas complètement épuisée comme je peux l'être le soir. Et j'ai trouvé vraiment, il y avait plusieurs fois, je me suis dit tiens c'est la fin. Ah bah non, il y a plusieurs fausses fins. Donc je trouve il y a 20 minutes de trop, je trouve, dans ce spectacle. Et puis il y a une chose qui m'a beaucoup plus gênée, c'est que je trouve qu'elle ne s'est pas du tout émancipée de Julien Gosselin. Je pense que c'est une élève de Julien Gosselin. Et en fait, on ne m'aurait pas dit que c'était d'elle, j'aurais pu penser que c'était un spectacle de Julien Gosselin. Et j'ai trouvé qu'elle était complètement... c'est dommage qu'elle n'ait pas encore réussi à s'émanciper. Alors je pense qu'elle va réussir à le faire au fil du temps, parce qu'elle est relativement jeune. Mais ça m'a beaucoup gêné, ce manque d'originalité par rapport à sa propre création, parce qu'elle était tellement estampillée par son professeur, je pense qu'il a été son prof. J'ai trouvé ça dommage. Ils ont fondé la compagnie ensemble. Oui. Hein, donc, alors je ne sais pas s'il y a eu un rapport hiérarchique ou pas, mais c'était quand même très la même méthode Gosselin, et comme Gosselin est quand même très connu par rapport à elle, hein, de fait, même si peut-être c'est totalement injuste et c'est peut-être elle qui a eu plus d'idées, ça m'a beaucoup gênée. Je me suis dit mais il y a une espèce de redite et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas une émancipation plus grande par rapport à lui. Et comme j'étais un peu fâchée avec Gosselin... Alors, j'avais pas la référence Gosselin. Enfin, pour moi, c'était pas intégré qu'elle avait autant travaillé avec Gosselin. Donc, j'ai pas pensé, en voyant le spectacle, immédiatement Gosselin. J'ai pensé à d'autres choses. J'ai trouvé que les techniques... Enfin, elle nous fait un spectacle qui est très... global, enfin, qui utilise ce que Gosselin utilise, mais pas que. Il le réutilise très bien, elle se les est complètement appropriées. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a participé à les créer pour les particules élémentaires. Elle a travaillé vraiment sur la création avec Julien Gosselin, donc je pense qu'il y a vraiment... c'est aussi un partage d'idées, ils ont fait la même école, ils ont fait l'école du Théâtre du Nord, donc c'est vrai qu'il y a des similitudes, mais je pense que c'est... bon. C'est vrai que ça m'a pas, moi non plus, ça m'a pas dérangé. Je trouve que son travail est quand même très abouti par tout ce qu'elle utilise. Si on prend la vidéo par exemple, je trouve que son utilisation de la vidéo colle parfaitement au spectacle. C'est-à-dire que par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir récemment, je pense à Feston, où la vidéo était omniprésente, elle remplaçait tellement les comédiens qu'on voyait plus les comédiens sur scène, mais on les regardait à l'écran. Là, la vidéo, elle intervient en complément de ce qui est dit, en complément du propos, avec des rappels de publicité qui sont très modernes, qui sont très futuristes plutôt, avec des messages qui rappellent effectivement ce qu'on voyait dans les particules élémentaires, mais complètement intégrés au spectacle. Il y a la musique, tu parlais des musiciens, Déborah, effectivement, on est complètement plongé dans cette musique qui se fait. Toi, t'as pas du tout aimé. Ah non, ça c'est le genre de... Non, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est l'effet. Je trouve que c'est trompeur. C'est-à-dire qu'on se fait effectivement, mais il y avait eu la même chose avec 2666 de Gosselin, de mettre une grosse caisse. Effectivement, il y a une réaction physique de dynamisme qui te fait finalement oublier tout le reste. Je trouve que c'est facile. Bien sûr, moi je marche à tous les coups, évidemment. Je vois cette musique, cette grosse caisse avec sa pulse, etc. Donc, il y a aussi des très beaux moments. Mais finalement, pour la reprise de Dream On, elle est absolument magnifique. C'est facile. Bon, peut-être sur le point de la musique, mais c'est vrai que globalement, c'est loin d'être un spectacle facile. D'apporter de la science-fiction au théâtre, c'est sa première, son troisième spectacle, mais vraiment sa première grande écriture. Elle arrive à porter ça et en 2h30 quand même à nous emmener dans un monde sans effets spéciaux. Ils n'ont pas du tout les recours. C'est vrai qu'au cinéma, il y a quand même cette caméra, on a quand même beaucoup plus d'artifices pour faire en sorte de nous transporter. Là, c'est vrai qu'elle arrive quand même à nous mettre dans ce monde. C'est très réussi, elle est très... Je trouve que c'est quand même assez fort. On voit rarement ça. Mais j'ai cette petite réserve, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui a pu être dit de dithyrambique, je trouvais qu'elle a quand même encore une marge de progression, et tant mieux. Vu son jeune âge, ça serait quand même dommage qu'elle soit arrivée déjà au sommet de son art. Mais bon, j'ai ces petites réserves quand même par rapport à ça. J'ai eu une petite déception, je crois. Donc vous avez sur la forme, mais le fond de la pièce vous avez beaucoup plu. Qu'est-ce que ça a interrogé en vous?
Plein de choses. Je crois que ça parle de... Bah, c'est très, on va dire, c'est pas Houellebecquien, moi je dirais c'est plutôt Théard de Chardin, mais enfin bon. Est-ce que nous ne sommes que des enveloppes? Est-ce qu'effectivement, est-ce que la vie c'est pas quelque chose qui traverse En parlant voilà. d'enveloppe, le corps qui est pris et réincarné, enfin, c'est qui ce corps? Enfin, On ne sait pas. c'est totalement On sait pas, et, effacé. En fait, c'est quelqu'un Mais qui a c'est pas donné son important. corps à la science, en Ouais. fait. C'est quelqu'un qui a... Qui a accepté de certaines mourir, personnes lui. donnent leur corps à la science, mais c'était, je pense, il le détaille pas énormément ce point-là, mais... Mais c'est pour oublier que quelqu'un c'est- doit mourir pour au fait laisser un autre revenir. Bah, quelqu'un donne son corps à un moment donné, et il y a une question d'argent derrière, parce qu'en fait, on peut enregistrer ses souvenirs, mais il faut avoir l'argent pour le faire, donc c'est encore aussi... Ça, Et c'est on aussi vend ses toujours- souvenirs Tu aussi. vends ses Oui, on les souvenirs. vend aussi, oui. Et il y a selon la- ton Comme des métier, drogues. selon tes souvenirs n'ont pas la même valeur. Donc c'est assez... Ah c'est, oui, donc il y a aussi un côté social. Complètement. C'est-à-dire oui. ceux qui ont une vie intéressante vendent beaucoup plus cher leurs Toutes les vies souvenirs sont que ceux qui ont intéressantes. une vie très banale et très Ouais, formatée. c'est Donc, vrai que c'est il y a comme un peu, aujourd'hui, voilà. c'est-à-dire que la technologie, les technologies de pointe sont très chères, et donc là, elle reproduit ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est assez réaliste, parce on ne peut que stocker ses souvenirs que si on a de l'argent, et ensuite ça permet de gagner cette vie éternelle. Mais c'est intéressant ce côté de l'image, quoi. Ça gomme l'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas le droit de se filmer. Alors qu'aujourd'hui, la vidéo est omniprésente chez eux, ils ont pas. C'est ils ont pas le l'image droit de en se- fait. On n'a se pas le filmer, droit ils ont d'avoir un masque, visage. en fait. Il n'y a plus de personnalisation par Et- l'image. À Et partir même du moment où tu miroir, décides tout de ça, faire enfin, un rappelé Ouais. de la personne qui est disparue, toute trace de son visage, de ses souvenirs doit être effacée. Tu ne dois plus rien garder chez toi. Aucun souvenir, Oui, aucun ça dessin. c'est pour la personne aucune qui photo. partageait la vie, Oui. et même en général. après, il y a Et en pas de- général, C'était- aucun Oui, visage oui. ne doit être montré en Oui, fait. il n'y a pas de visage montré, donc c'est une espèce de... les souvenirs subsistent, mais l'apparence, elle n'a plus du tout la même place qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est voilà, c'est ça, je trouve ça assez intéressant, ce rapport-là à l'image, et je trouve que franchement, il y a vraiment du fond, et on la reverra, c'est sûr. J'ai hâte de voir ses prochaines créations. Nous avons tous hâte. Metteur en scène Très à bien. suivre. Merci pour vos avis sur France Fantôme, donc demain et après-demain à la scène nationale à Manson. Donc merci à Quatrième Mur et Théâtre Côté Cœur qu'on verra. Donc merci à vous. Donc j'appelle autour de la table pour parler de La Tempête théâtrelle Thibaut et Yann. Bienvenue donc La Tempête qui se joue en ce moment et pour le coup jusqu'au 21 mai à la Comédie Française, donc pièce de William Shakespeare, avec une adaptation du texte de Jean-Claude Carrière et mis en scène par Robert Carson, qui donc c'est sa première mise en scène à la Comédie Française, avec 16 comédiens du français. Je rappelle quand même un peu le résumé, même si c'est difficile de résumer une si longue histoire, on va dire. Enfin, donc Prospero, après avoir été déchu du duché de Milan et condamné à l'exil par son frère, il se retrouve sur une île déserte avec sa fille Miranda. Et grâce à la magie, il maîtrise les éléments naturels et les esprits, notamment Ariel et Caliban. La scène d'ouverture du coup s'ouvre sur le naufrage provoqué par une tempête provoquée par Ariel d'un navire qui portait le roi de Naples, son fils Ferdinand, et Antonio, le fameux frère qui a poussé Prospero en exil. Usant de la magie et des illusions, Prospero fera subir aux trois personnages toutes sortes d'épreuves. Arnaud Mangematin a trouvé après avoir vu La Tempête, que c'était des bons acteurs empêtrés dans une mise en scène manquant de réalisme. Est-ce que c'est ton avis, Thibaut? Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur le caractère raté de cette mise en scène. C'est vraiment une grande déception quand même pour voir le grand metteur en scène qui est Robert Carsen venir à la Comédie Française et pondre une daube comme ça. Il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, elle est sauvée par la présence incroyable de plusieurs comédiens, en particulier du trio comique, du trio de bouffons. Hervé Pierre, Stéphane Varupen et Jérôme Pouli, qui sont tous les trois merveilleux de drôlerie et qui amènent un peu de rythme dans cette mise en scène dont on ne voit pas réellement la finalité. Carsen parle d'une boîte qui représenterait la pensée de Prospero. On ne voit pas excessivement où cela mène. La scène d'exposition où Prospero est allongé dans son lit, nous laissant penser qu'il est en train de rêver ou de se souvenir de tout ça, est assez mystérieuse et assez peu parlante, tout comme le décor reste assez laid, dans une blancheur loin de toute la poésie de Shakespeare et loin de tout l'imaginaire fantastique et aérien, justement avec Ariel, de tout l'univers
magique que cela peut charrier. Je me souviens entre-temps que Muriel Maguette-Holz avait fait une mise en scène très blanche aussi du Songe de nuit d'été. Avec un peu plus de fantaisie, au moins dans les costumes et dans la métamorphose qui est au moins présente sur scène. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Carson, j'ai l'impression qu'il a... Enfin, c'est un peu comme s'il avait évité la difficulté. La Tempête, c'est une pièce hyper foisonnante, d'une richesse absolue. Ça peut être très confus. C'est très fleuve. Voilà, c'est très fleuve. Et lui, il a choisi l'option, bon bah, du coup, je fais rien. Donc, c'est tout blanc, c'est monacal, c'est dans l'épure totale. Et c'est comme s'il avait pris l'exact contrepoint de ce qu'a voulu faire Shakespeare, justement en contournant toute la difficulté et en faisant un truc totalement neutre, fade. J'ai trouvé ça effectivement très léché. Toi, tu trouves ça laid. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez beau dans le sens où c'est très réfléchi, c'est très étudié. Il y a toute la scénographie de Radu Borozescu, je ne sais pas si je prononce correctement, qui est très très belle. Les vidéos, les ombres des comédiens qui sont projetés, c'est magnifique. Lui, il a trouvé ça peut-être trop contemporain comparé à la rêverie que peut faire Shakespeare. On peut faire du contemporain et faire de la rêverie et montrer toute la complexité des intrigues shakespeariennes et des registres shakespeariens. Là, il n'y a pas du tout, tout ça. Mais voilà, en fait, c'est beau, mais ça n'a rien. Enfin, ça ne correspond pas à la pièce. Dans la troisième partie, après l'entracte, si ma mémoire est bonne, il y a un tableau que j'ai trouvé très beau. C'est tous ces cintres avec tous les costumes suspendus. C'est très beau. Ok. Mais so what, quoi, c'est pas ce qu'a voulu faire Shakespeare. Pourquoi il nous fait ça? Ça en met plein la vue, peut-être. Ça fait quelque chose d'ultra léché, mais c'est pas ça qu'on attend quand on vient voir la pièce, enfin en tout cas pour ma part. Et voilà, et comme le dit Thibaut, je trouve qu'effectivement c'est sauvé un peu par les comédiens, le trio comique. Moi, j'ai beaucoup aimé Loïc Corbery et Georgia Caliette, qui sont pleines de ferveur, là, je suis absolument pas d'accord. Pleine de tendresse. Je suis désolée, la scène où il porte les livres, où elle va dans la malle avec lui, c'est d'un romantisme fou, c'est très mignon, c'est très très beau. On avait l'impression qu'elle était sous Prozac. Le duo amoureux ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Moi, je trouve absolument pas. Elle était molle, elle ne réagissait pas ni aux répliques de son père, ni aux siennes. Franchement, là, ce n'est pas parce qu'ils sont en couple à la ville qu'il faut les mettre tout le temps à la scène tous les deux. Mais ils sont beaucoup en couple sur scène. Ben oui. Ah bon? Souvent. D'accord, ok. Le misanthrope. Je ne l'ai pas vu, le misanthrope, c'était possible. Et toi, Yann, vas-y, profite. Alors, bon, moi j'ai un avis qui est un peu différent. Donc la tempête, je n'avais jamais vu. C'est la première mise en scène que je vois. J'aime beaucoup. Jeune aussi. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ce que fait Robert Carsen d'une manière générale. Et ce que j'ai aimé là, c'est justement cette épure, ce minimalisme que je trouvais personnellement très beau. Bon, le décor, cette espèce de boîte où il y a les murs blancs, le fond blanc, le dessus de scène blanc, où on projette les vagues, essentiellement la mer. J'ai trouvé que ça représentait bien, justement, le plateau représentait l'île et que tout ce qu'il y avait autour représentait bien les éléments marins autour. Pour ce qui est des costumes et de la scénographie en général, chez Robert Carsen, il y a très souvent du gris, du blanc, des couleurs assez ternes. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion quand j'ai revu Chantons sous la pluie à la fin de l'année dernière. Le début, on a souvent, enfin, jusqu'à l'éclatement final, où là c'est vraiment les couleurs. Il y a souvent des murs gris, des costumes gris. Et ça, on le retrouve bien dans la scénographie, la Comédie Française. Mais autant cela est-il justifié pour Chantons sous la pluie, autant là, on ne voit pas, en quoi ce gris, ce neutre... Les pyjamas blancs alors ça correspond effectivement à l'asile, à la thématique, mais ça fait pas rêver, quoi. Ça vend pas du rêve. Ça vend peut-être pas du rêve, mais enfin moi, encore une fois, j'ai bien aimé ce minimalisme, le fait qu'en fait, on entend vraiment bien le texte, là, pour le coup. C'est pas distrait par plein de choses à l'extérieur Et moi, j'ai été assez déçu également par les comédiens qui jouaient un peu les conspirateurs. J'ai trouvé que ces tableaux-là étaient les moins réussis. En particulier Serge Bagdasarian, pour lequel je n'ai trouvé qu'il n'y avait aucune envergure du dictateur, de celui qui avait renversé l'autre. Il reste dans un personnage qui pourrait être malgré tout assez sympathique. Il n'y a pas du tout de registre, alors qu'il en est capable, il n'y a pas du tout de registre d'autorité ou de machiavélisme. Même Benjamin Lavergne, qui était génial dans Scapin, là,
Il fait effectivement second rôle, il exprime pas grand-chose, il est là, il sourit, il est complice, mais il n'y a aucune ambiguïté dans son personnage. Ça m'a pas du tout convaincu. Et j'ai trouvé également que certains comédiens restaient un peu dans leur registre. Par exemple, Serge Bagdasarian était au niveau vocal, resté dans ce qu'il fait un petit peu dans l'interlope ou dans la règle du jeu, avec pas évidemment le même personnage, mais au niveau du registre vocal, quelque chose de très haut qui ne correspondait pas à l'autorité et au machiavélisme du personnage, tout comme Christophe Montenez. Tout comme Christophe Montenez reste également, même si ça fonctionne dans son registre des damnés. Mais là, ça correspondait mieux dans ce personnage aérien, contrairement. Tu trouves qu'il était dans le registre des damnés? Pour moi, il est Ah non, totalement pas à du tout. l'opposé. Il garde des intonations aériennes, un débit et une articulation qui lui sont De propres. jeunes, ouais. Voilà, qui lui sont Je vois, propres, oui. particulières, qui fonctionnent dans les damnés, dans la folie, et qui fonctionnent ici dans l'aérien. Mais il reste quand même dans une sorte de registre propre à lui. Tout comme Bagdasarian reste dans sa voix très haute Ouais. et sans travail là-dessus. Donc Oui, deux déceptions et une satisfaction pour cette, Oui, oui. pour Et cette donc tempête. pour en revenir aux comédiens, effectivement le trio Hervé Pierre, Jérôme Pouli et Varupen est vraiment très très bon. Et puis bon, personnellement, j'ai pas trouvé non plus que Georges Ascaliette et Loïc Corbery étaient mauvais. Je dis pas mauvais, mais je pense que d'autres duos auraient été tout à fait tout aussi satisfaisants. Donc, en tout cas, merci à vous trois pour votre avis sincère sur la pièce. Donc merci à Thibaut, Théâtrel et Yann. D'autres pièces à conseiller? Oui, une très jolie comédie sociale au théâtre de l'Atelier, Baby, qui mêle à la fois une réflexion sociale sur la parentalité et les inégalités financières, mais aussi qui pose de vraies questions sur le statut de l'individu et du handicap, qui sont extrêmement intéressantes et une fin bouleversante, qui ne laisse pas indifférent et qui ne choisit pas et qui interroge. Voilà. Moi, je conseillerais une pièce qui s'est jouée, que j'ai vue à la Villette il y a quelques temps, mais qui va se rejouer entre mars et avril de mémoire au Rond-Point. C'est Les Bijoux de Pacotille, mise en scène par Pauline Bureau. On avait parlé dans notre première émission. Voilà, c'est ça, et que j'ai trouvé absolument délicieux. C'est une histoire de deuil, de construction d'une enfant après la perte de ses parents. C'est raconté avec beaucoup de douceur, beaucoup de générosité et de pudeur. Et la mise en scène est magnifique, avec la scénographie, avec un... Je ne peux pas tout raconter parce que ça dévoilerait beaucoup trop de choses, mais un conseil, allez-y, parce que c'est vraiment, vraiment très très beau. Et j'y retournerai d'ailleurs avec Théâtoile qui fait des grands signes derrière, parce que c'est également son grand coup de cœur. Et voilà. Elle nous en parlera dans un instant. Allez-y. Yann? Et donc, moi, rappeler que vendredi 16 février, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a le Peer Gynt, mis en scène par David Bobet à l'avant-scène à Colombes. Moi, je n'ai qu'un conseil. Moi, j'ai fait Il a fait une très petite gentille capsule. petite vig, Et donc, c'est vraiment à voir. Merci à vous trois. Donc, autour de moi, pour notre troisième tête, en attendant Bourg-Anglès, Bénédicte, Roger 42 et Théâtoile. Donc, adapté et mise en scène par Victoire Berger sur un texte de Olivier Bordeaux, avec Anne Charrier, Didier Brice et Victor Boulanger. C'est une histoire difficile un peu à résumer. Est-ce que quelqu'un veut m'aider pour résumer? C'est une folle histoire d'amour. Mais c'est aussi, oui, ça avait l'air, enfin, c'est fantasque, feu follet, un peu fou. Donc, on va peut-être en rester là sur un petit peu la définition. Qui a lu le livre en tout cas, avant d'aller voir la pièce ou après? Ça t'a donné envie de lire le livre? Voilà, ça m'a donné envie de lire le livre et c'était beaucoup plus intéressant dans ce sens-là, je pense. Parce que je suis souvent déçue quand j'ai lu un livre et que je veux voir une pièce, ou quand je vais au cinéma d'ailleurs. Et dans ce sens-là, en fait, ça me permet de revivre la pièce et j'ai trouvé ça très très intéressant. Patrick G a trouvé que l'univers riche et visuel du roman de Bordeaux semble difficilement transportable par le théâtre. Ça, à contre-coup, après avoir lu le livre, est-ce que finalement quelque chose t'a manqué au théâtre? Non, parce que j'ai bien aimé le côté narration par le fils, qui parle effectivement au passé, mais on sent bien qu'il raconte une histoire. Et donc en fait, moi je me sentais portée par cette histoire racontée par le fils. Et donc j'étais un peu comme dans un livre justement, parce qu'on me racontait cette histoire, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Moi, je suis tout à fait d'accord, dans le sens où j'ai pas non plus commencé par le livre, j'ai commencé par la pièce. Et c'est ce que je fais en général, parce que comme le théâtre est ce qui me motive et ce qui me passionne, je commence souvent par là, que ce soit pour les livres ou pour des films aussi que je ne vois après. Donc je vois l'original de temps en temps après. Et Ben en fait, non, l'original, c'est peut-être le théâtre, parfois. c'est ça, ben oui, forcément. Mais Ça arrive, certaines comme pièces, bon, je veux dire le prénom même, si je risque de me faire engueuler, hein, qui d'abord était une pièce, puis un film. c'est vrai. Et ce que j'ai trouvé très riche aussi, c'est qu'en fait, en partant, en ne connaissant pas le livre, j'ai trouvé qu'en fait, j'étais dans un livre sur la scène. Parce qu'en fait, détrompez-moi si je dis une bêtise, mais le fils n'a pas de prénom. Et Oui. en fait, c'est tout le temps lui qui tient la narration du début à la fin de la pièce. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était le narrateur qui mettait en route, on va dire, et qui mettait en mouvement le livre, qui se mettait à parler avec ses personnages sur la Complètement. scène. Les scènes se dessinaient après qu'il ait commencé à raconter, effectivement, à tel moment il s'est passé ça, ensuite on est parti là, et on voyait la scène Et très arriver. souvent, les personnages commençaient à parler, on avait l'impression que les guillemets s'ouvraient, et là, ils se mettaient en mouvement, et C'est que ce soit la complètement mère ou l'effet. le père. Et Ouais. je trouvais que c'était... C'était vraiment ça. Et c'est pour ça que je vois pas trop le commentaire sur le fait que ce serait mieux adapté au cinéma, dans le sens où je trouvais que c'était un point de vue très intéressant de dire, voilà, on part d'un livre, et on va mettre un livre sur scène. Et je trouvais que du coup, c'était un point de vue qui tenait la route, et qui m'a aussi donné envie de lire le livre. Moi, je le vois totalement marcher sur scène, et c'est léger, c'est aérien, et j'ai beaucoup aimé aussi. Après, l'avantage, c'est qu'il y a aussi énormément de rythme. Et c'est vrai que du coup, on perd pas le fil. très dynamique. Tout est très Oui, fluide. c'est dynamique. C'est Voilà, vrai. c'est très dynamique. Et c'est pour ça que moi, je comprends pas non plus le fait qu'une adaptation ciné serait plus pertinente. Pas convaincue. Ce qui est porté sur scène est très bien. Il y a des faiblesses, mais ça tient la route dans l'ensemble. Même si sur la partie centrale, on perd un petit peu le rythme, la folie un petit peu du début, mais on la retrouve par la suite. Donc Ouais. ça... Et moi, l'idée de la folie, pour la fréquenter assez fréquemment avec le quatrième mur pas loin, donc je trouve que la folie est très très bien traitée. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est une pièce qui est assez légère, qui est assez vivante, assez enjouée, mais au final, si on regarde les thèmes, ça peut être très bien la folie, ça peut être le sentiment de décalage de cet enfant qui est élevé par des parents qui le mettent dans un cadre qui ne correspond pas à ce que la société attend de lui. Donc il y a ça aussi, il y a la solitude. Et en fait, finalement, cette histoire d'amour où le père décide que coûte que coûte, il suivra la mère est très belle. Et donc en fait, ça fait un peu un conte pour adultes où il y a des thèmes difficiles, mais traités de façon légère. Tout à fait, parce que c'est assez profond effectivement, et ça m'a un petit peu chamboulé quand même en sortant. On discutait, j'étais avec une personne de ma famille quand j'ai vu cette pièce, et ça nous a fait penser à quelqu'un d'autre de la famille en disant oui, ça pourrait être comme ça aussi. Mais même en étant sain d'esprit, on arrive par moments à s'identifier sur n'importe quel... Non mais Voilà. t'es à toi, Après, t'es pas saine d'esprit, oui. donc pourquoi tu t'exprimes? Mais j'ai été le voir avec quelqu'un qui était une personne saine d'esprit. Et voilà, c'est vrai que même si on ne s'identifie pas intégralement au personnage, il y a toujours des petites répliques, des intentions, des émotions qui nous disent « Ah oui, tiens, c'est vrai que... Puis il y a aussi une belle complicité parce que c'est censé former une famille, et je trouve qu'ils forment vraiment une famille sur scène aussi. Oui, les complètement. trois acteurs se complètent, et ils sont beaux ensemble, donc c'est ça aussi qui fait que la Donc ça pièce vous a laissé un sentiment positif à la sortie de la pièce? tout à fait. Complètement. Vous êtes On recommande. rentré, vous êtes rentré en dansant sur Bochin Glace? quand même pas. C'est pas ma musique préférée. Ce sera le mot de la fin. Si vous en avez fini, merci à vous trois, et tout spécialement à notre nouvelle chroniqueuse, hein, Bénédicte de la Nouvelle Craque. Bonjour. Bienvenue. Qui vient d'inaugurer sa première participation à Radio Mortimer, peut-être la seule, on lui a peut-être fait peur. Donc Non, ça merci. Qui a un coup de cœur à partager encore avec nos auditeurs? Moi j'en ai un, même si c'est que jusqu'au 18 février, il y a Chagrin d'école qui est joué au studio avec Laurent Natrena, qui donc en fait met sur scène le livre de Daniel Pénac, et qui est vraiment un super spectacle. J'avais déjà eu un gros coup de cœur quand Jacques Serres avait parlé de Proust,
Et en fait, c'est aussi moi, voilà, j'aborde des textes comme ça avec des gens passionnés qui sont seuls en scène et qui disent les mots et qui leur donnent vie. Et c'est vraiment une belle performance. J'ai aussi un autre coup de cœur à proposer. Alors, le souper, donc, qui est joué actuellement au Poche Montparnasse, avec la famille Méguiche, qui est à la fois à la mise en scène et sur scène, tous les deux. Et donc, ils sont en train de dîner et sont deux personnages historiques, Talleyrand et Fouché. Et ils décident de l'avenir de la France, quelque part. C'est magnifique. Elle a été jouée il y a quelques années. Oui. Et là, c'était pas très convaincant. Tout à fait. Tu l'avais à la vu- Madeleine, je Tu crois. l'as vécu dans quel... Voilà, à la Madeleine. Ouais. C'était quelle mise en scène? C'était avec Nils Arestup et Et Patrick Chenet. c'est ça. Ouais. Mais là, Ça marchait pas. là c'était magnifique. J'ai pris une leçon de théâtre, en fait, en les regardant. Dans la petite scène? Dans la Oui. petite salle Oui, dans la donc, petite salle. du théâtre Poche Montparnasse. Voilà. Bon, je vous remercie toutes les trois. Ça va être l'heure de réaccueillir Roger 42, le 4e mur et Mordu de théâtre autour de cette pièce pour Macbeth. Donc, bienvenue autour de la table donc, pour encore une nouvelle pièce de Shakespeare, mise en scène et scénographie donc, de Stéphane Braunstein, parce que c'est une pièce jouée à l'Odéon jusqu'au 10 mars, avec Christophe Brault, David Clavel, Virginie Colémine, Adama Diop, Boutaina Elfeka, Romain Jean-Élise, Glenn Mares, Thierry Paré, Chloé Réjeanne, Jordan Réjagir, Alisan Valence, Jean-Philippe Vidal. Donc, je vais rappeler, pour ceux qui ignoraient, parler de Macbeth, pièce maudite. Donc Macbeth, c'est donc ce noble écossais au service du roi Duncan qui, de retour d'un glorieux combat dans le nord, en Norvège, contre des vikings, je sais pas, rencontre des sorcières qui lui font d'étranges prédictions. La première, qu'il portera le titre de sire de Condor et celui de roi. Et en effet, en remerciement de ses exploits, le roi Duncan nomme effectivement Macbeth sire de Cloudon, ce qui le pousse à réfléchir sur ces fameuses prédictions, qui vont donc lui empoisonner l'esprit, et il va s'en ouvrir à sa femme qui va l'encourager à prendre son destin en main et à donc tuer le roi de Duncan, mais le sang appelle le sang et la tragédie commence. Donc Oui, alors, Daniel Siboni a beaucoup aimé Macbeth monté par Braunstein à l'Odéon, qui explore l'écart entre le désir et l'acte, la détresse de la femme qui fait l'homme et qui échoue à maintenir. Allez-y, c'est superbe. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Non. Non, Lui. Non. c'est une déception. On n'attendait pas Brunswick sur un Shakespeare, c'est trop touffu pour lui, il y a trop de choses, il est toujours dans la retenue, il est toujours dans des choses très carrées. Shakespeare, ça n'appelle pas ça. Ça marche bien, ça peut marcher bien plus chez Racine, mais là, c'est pas possible. On s'ennuie un peu, c'est lisse, c'est beau, il y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas la folie, la féerie, il n'y a pas tout ce qu'on peut retrouver chez Shakespeare. L'abondance, c'est pas très C'est réussi. des pièces ambitieuses à mettre en scène, et finalement, les deux dont on a parlé ce soir sont des déceptions. Et puis il a fait un... Pourtant, ce sont les seuls théâtres qui pourraient prendre en main des telles œuvres. Le Non problème, c'est qu'aussi dans son théâtre, avec tout cet argent, il fait des décors magnifiques, mais ça sert pas du tout son spectacle parce que ça nécessite des changements très longs. Il baisse le rideau, ça coupe totalement le peu de rythme qu'il avait réussi à installer. Et ça va pas du tout. On reprochait à la Comédie Française de ne pas avoir d'assez beaux décors et de lui d'en avoir des trop beaux, trop longs, Ouais, trop Robert grands. Kersen n'avait pas d'idée, lui il en avait une, mais ça fonctionne pas. Non, c'est vrai que le rythme est coupé par ces coupures, et je dirais qu'il y a la dernière demi-heure, à la limite, que je sauverais dans le spectacle, où il y a un petit peu de désordre qui commence à s'esquisser, mais je trouve que c'est un petit peu trop tard quoi, pour la dernière demi-heure. Moi, j'ai pensé surtout que ça manquait de folie, cette mise en scène. C'est clairement ça, quoi. On a eu un petit vent frais, mais on n'a pas eu le tourbillon qui nous a fait tourner la tête comme il fallait, quoi. Tout simplement. Alors en même temps, nous sommes over the channel, donc Oui. il y a une certaine maîtrise, mais même sans aller dans une folie hystérique, c'est vrai que c'est quand même étrangement froid. Ouais, tout à fait. C'est cliniquement froid. Mais il y a aussi un problème chez les comédiens, en vrai. Il n'a pas trouvé un Macbeth à la hauteur. Il a un Macbeth qui crie beaucoup, il a un Macbeth qui n'évolue pas vraiment vers la folie. On dirait qu'il est déjà perdu au départ, alors que normalement il devrait sombrer dans quelque chose, une folie du pouvoir. Sa femme, on comprend pas qu'elle arrive à le persuader finalement, parce Elle a qu'elle est... aucune aura. Elle est inconsistante. Oui. Un peu. Ouais. Non, Non, elle n'est pas inconsistante, Non, mais elle n'a mais pas la consistance Elle que n'a les pas, critiques lui elle a donnent. pas l'aura. Elle est, En fait, elle est pour moi, meilleure elle que doit avoir une Macbeth. aura. C'est pour ça, Il y a eu une adaptation cinématographique il y a quoi, il y a un an, vous l'aviez vu Laquelle?
Macbeth. Ouais, Michael Fassbender et Marion Cotillard. Marion Ah oui, Cotillard j'ai pour dit- Lady Macbeth. Ok, très bien. Qui dans ce cas-là a été vraiment beaucoup plus sombre. Non, Mais le seul- c'est qu'un film peut exploiter. Le vrai Macbeth que j'avais vu, c'était celui de Mnouchkine, où là il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis elle faisait les changements à vue, elle osait tout. Lui, il n'ose pas vraiment, on dirait qu'il n'est pas allé au bout de son idée. Pourtant, les scènes avec les sorcières fonctionnent très bien. Moi, j'ai bien aimé la première scène avec les sorcières. Je me dis, ah, ça démarre bien. Ouais. Et en fait, mon intérêt s'est trouvé douché au fur et à mesure. Il y a eu le premier blanc. J'étais dans une baignoire, en fait, à l'Odéon. Et j'ai vu que mon voisin, vu que ça traînait, commençait à consulter son portable. Je me suis dit, c'est mauvais signe. Au deuxième blanc, je l'ai perdu complètement, il dormait. Et à l'entracte, il est parti. Donc là, je me suis dit, je pense qu'il y a un problème. Ce n'est pas que moi, donc tout va bien. Mais je reste jusqu'au bout parce que j'ai des convictions. Il y a des choses à sauver quand même chez les comédiens qui jouent Oui, par les exemple, seconds rôles. les seconds rôles. Il y a un comédien qui joue le roi, qui joue un moment un homme ivre et qui est vraiment excellent. Et, Alors, moi, ouais, moi les je flammures. suis restée C'est Christophe très... Gros. Je suis restée très mitigée. Effectivement, comme disait Mordu de théâtre, nous allons tomber d'accord ce soir, Mordu. Ça arrive. Voilà, c'est un soir à marquer d'une pierre blanche. pas C'est parfait, c'était parfait. Les acteurs jouent bien, le décor est très beau, tout est lisse, mais tout est totalement rationnel. Il y a aucun, il y a pas de, on parle d'onirisme, etc. Il y a aucun, l'aspect onirique est totalement éclipsé. Enfin, moi, je l'ai pas du tout ressenti. Je me suis demandé longtemps, je me dis, mais il y a quelque chose qui cloche, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui cloche, je cherchais. Je pense qu'il y a une histoire de rythme, effectivement, un manque de fluidité, c'est pour ça que je dis que ça s'est racheté un petit peu vers la fin, parce que peut-être qu'il n'y a pas de rupture, ça s'est un petit peu accéléré, et bon, il y a eu, et puis il y a cette scène de fin suggérée avec la tête, etc. Enfin, c'est assez... ça commence à ce moment-là, ça commence à la fin. Il Donc ose à la fin. c'est un petit peu dommage et j'ai effectivement trouvé Amada Diop pas assez fou. Si à un moment il a une scène où il est assis, il commence à rouler des yeux, etc. Et j'ai trouvé que là il commençait à être bon. Je me suis dit tiens ça y est, il démarre. Et en fait ça a duré 2 minutes. Mais moi, et j'ai pas vu plus, la voilà. folie le gangréner comme j'ai pu le sentir quand j'ai vu la pièce à Londres. Et puis alors l'amour fusionnel entre les deux. Alors là moi je le cherche toujours. Ah oui, ça. Je sais pas. Non, ils sont en colocation, mais à part ça. Non mais c'est bon, on s'attend, ça manque de chair, voilà, ça manque totalement de chair, de sensualité, il y a du sang, mais du sang rouge, il n'y a pas du sang qu'on peut toucher, qui passe dans la salle, le sang ne gicle pas dans la salle, voilà. Ah, si vous voulez asperger le premier rang. C'est une métaphore. Et puis il y a encore ces ajouts contemporains, on se demande ce qu'ils viennent faire là. On parle du Brexit, on parle de La BCE. la Banque Centrale Écossaise, très bien. Ça a un petit mais- peu réveillé la salle en même temps, Oui, c'était tu pas te plus oui, mal. mais te réveiller pour dire oh ça m'énerve, ça sert à rien. Non, Autant ça m'a rester fait rigoler, endormi. moi, ça m'a permis de ne pas m'assoupir, voilà, en fait. Moi, ça m'a un peu énervé. Donc maintenant, allez-y et faites-vous votre opinion, si vous le souhaitez, mais... Vous avez encore jusqu'au 10 mars pour aller voir ce Macbeth à Il y a l'Odéon. d'autres choses à voir. Je vous remercie toutes les trois, donc Mordu de Théâtre, le 4e mur et Roger 42, pour votre avis tranché et sincère. Est-ce que vous avez d'autres pièces à conseiller qui cette fois-ci seront des coups de cœur Alors oui, moi j'en aurais deux. En fait, j'en avais une puisque j'ai vu Le Mois à la campagne au Théâtre Montancier, Le Mois à la campagne donc de Françon. C'était magnifique comme toujours ce que fait Françon. Le problème c'est, enfin s'il y a un problème, c'est que le texte c'est pas vraiment Tchekhov, c'est que Tourguenieff. Donc évidemment on est un petit manque de ce côté-là, mais c'est très beau, les acteurs sont excellents. Anouk Grimbert, c'est Sarah Bernard. Donc je conseillerais ça. Mais depuis j'ai vu... C'est donc une pièce qui va reprendre bientôt au Théâtre des Jazets, Absolument. à partir de mars. Voilà. Depuis, j'ai vu Ça ira, fin de Louis. Et alors ça, évidemment... bon, je l'ai vu 3 ans après la création, je suis en retard. Et puis après son Molière. Et puis après son Molière, enfin après tout le monde. C'est Molière, je sais Mais plus. s'il reste quelqu'un qui n'a pas encore vu ce spectacle, qu'il y court, c'est la chose la plus incroyable, la plus magnifique, la plus intelligente que j'ai vue au théâtre dans toute ma vie. C'est incroyable, je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu. C'est magnifique, c'est 4h30, je ne les ai pas vus passer. J'étais en compagnie de Mordu, je confirme. Moi, elle m'a réconciliée avec les pièces longues, parce que 4h30, franchement, j'en avais pas envie. Moi, Et oui. c'était génial. J'ai rien vu passer. C'est fabuleux. Voilà. Très bien, merci à vous trois. Donc, nous attendons autour de la table Théâtoile, le 4e mur et Théâtre Côté Cœur pour notre 5e et dernière pièce, Le Livre de ma mère, qui se joue en ce moment à l'atelier.
Donc c'est une pièce d'Albert Cohen, mise en scène par Dominique Pitruzé avec Patrick Timsit dans ce long monologue. Pareil, très difficile à résumer, un récit autobiographique d'Albert Cohen, une ode à sa mère et aux mères en général, à celle qui l'a élevé et qui est presque vécue dans son ombre aussi. Romain Couaneau dit Beau maman avec Patrick Timsit pour le livre de ma mère au théâtre de l'Atelier, touchant, passionnant, une belle mise en scène et un beau récit. Théâtre Côté Cœur. Je suis tout à fait d'accord, c'est très émouvant. On connaît le Patrick Timsit humoriste qui nous fait rire, et là il a réussi à nous émouvoir avec ces mots d'Albert Cohen qu'il porte avec sobriété, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'humilité, et c'est beau, c'est juste beau. Les mots sont très beaux. Albert Cohen, moi je suis toujours très touchée, très émue par ses textes. Je me souviens de son Pour vous, frères humains, que j'avais vu à Avignon au Théâtre des Halles il y a quelques années. Et j'ai retrouvé cette écriture qui est pleine d'humanisme. C'est effectivement une ode à toutes les mères à travers ce portrait d'une femme qui est à la fois ordinaire et extraordinaire, parce que c'est une mère qui a été sortie de son pays, qui arrive en 1900 à Marseille. Elle vient de Grèce. Elle ne connaît personne. Elle se retrouve en fait très fusionnelle avec son fils qui, lui aussi, a un peu de mal à avoir une vie sociale. Et le couple qu'ils forment tous les deux est fusionnel. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Un amour partagé. C'est pour ça aussi qu'il va s'enfuir à un moment et partir en Suisse pour faire ses études, pour échapper un peu à cette emprise. Et puis cette lettre qu'il va écrire quelques mois après le décès de sa mère, en 1944, mais qu'il va publier réellement dans sa version définitive 10 ans après, en 1954. C'est à la fois un récit très nostalgique de ses souvenirs d'une époque disparue, un peu enjolivé comme le sont toujours les souvenirs, et en même temps un garçon qui culpabilise par rapport à celle qu'il pense ne pas avoir assez aimée, ou à qui il pense ne pas avoir rendu assez de cet amour inconditionnel qu'elle lui a transmis. C'est là qu'on peut être un petit peu allergique. Effectivement, Albert Cohen, il y a les gens qui adhèrent et il y a les gens qui n'aiment pas, parce qu'effectivement c'est un ode à la mère. Il pourrait y avoir un petit côté trop, très sirupeux, très limite, je ne vais pas dire cucu, mais un petit peu, ça peut être très très tendancieux. Et Timsit arrive à bien éviter ça, parce qu'il fait ça tout en pudeur. Mais Timsit, c'est pas qu'un accord comique, on l'a vu au cinéma dans des rôles quand même très tragiques. Et là, il le fait merveilleusement bien, il est tout en retenue, tout en tendresse. Et ça repose vraiment sur ses épaules. Je ne sais pas si le même texte joué par un autre acteur aurait cette force-là. Ça repose énormément, je trouve, sur lui. Effectivement, il y a beaucoup de pudeur, de retenue dans son propos. Personnellement, j'y allais vraiment à reculons. Alors, en me disant, Patrick Timsit, c'est un acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais, tu l'avais vu dans quoi avant? Principalement au cinéma, et ça passait pas. Donc, mais voilà, comme j'ai l'habitude de laisser la chance aussi aux autres, je me suis dit, je vais y aller. Et finalement, je me suis laissée aussi cueillir par l'émotion. Et il y a vraiment une retenue, une pudeur tout au long. Il ne s'impose pas, il n'essaye pas d'être la star alors que c'est un seul en scène. Donc il pourrait très bien y aller un petit peu avec ses gros sabots et dire, de toute façon, je passe en force. Et là, pas du tout. C'est vraiment tout dans la justesse. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on arrive à s'identifier, on arrive à faire de ses souvenirs une partie des nôtres. En tout cas, ça renvoie à notre vécu, à nos sensations et à nos sensations. Et voilà, si on y va vraiment en se laissant surprendre, on se fait cueillir. Et puis, pour les plus sensibles, on verse sa petite larme à la fin. La mise en scène, en plus, est très intelligente, parce qu'il y a des moments où il passe des photos et des films, vidéos, genre Super 8, films anciens. Donc, je trouve que ça s'intègre complètement, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de passer ses films d'enfance. Qui sont d'ailleurs des films de Patrick Timsit. Oui. Ah bon? Oui. Alors ça, je ne savais pas. J'ai lu dans le dossier de presse qu'en tout cas, Et il donc, voulait être dans cette pièce depuis un moment, fait. monter cette pièce, parler donc avec les mots d'Albert Cohen. Ça crée une intimité. Il y a d'autres choses avec, à un moment donné, où il y a un extrait d'Angélique Marquise des Anges, si je ne me trompe pas.
On a aussi une chanson d'Arnaud. Oui. Oui, dans les yeux de ma mère. Voilà, on a plein de références comme ça qui sont pas forcément de la même époque. Enfin, après, c'est vrai que Arnaud est beaucoup plus contemporain que Angélique Marquise des Anges, par exemple. Et pourtant, ça appelle quelque chose en nous, ça fait écho. Ça crée une atmosphère et ça nous parle. Et à un moment donné, on a presque l'impression de feuilleter notre propre album de famille et de... Voilà. On a envie aussi de sortir... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'en sortant de la pièce, j'ai eu envie aussi de rendre hommage à ma mère et de l'appeler, de lui dire que je l'aimais avant que, voilà, on ne sait jamais. Et voilà, c'est vrai que ça remue pas mal de choses. En tout cas, ça fait plaisir de voir le théâtre de l'atelier. Enfin, pour ma part, ça me fait plaisir de le voir renouer avec une ça. belle Parce que programmation. depuis 18 mois, 2 ans, moi, je suis allée de déception en déception dans ce théâtre que j'aime beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont renoué avec quelque chose. Et j'espère que ça va avoir beaucoup de succès. Bon, je vous remercie en tout cas pour votre avis sur Romain Mamère. Est-ce que vous avez des pièces à conseiller? Alors moi j'en avais une, mais Véro me l'a piquée. Il s'agissait bien évidemment des bijoux de pacotille vus au théâtre Paris-Villette qui sera repris tout le mois de mars au rond-point, ça. Et malheureusement j'avais un autre coup de cœur mais qui n'est plus à l'affiche à moins d'une tournée, je crois, je suis même sûre, il y a une tournée actuelle mais je n'ai aucune idée des dates et des lieux. C'est l'Iliade et l'Odyssée par Pauline Bayle. On avait vu une partie au théâtre de Belleville et là la deuxième partie a été montée et avec 5 personnages, elle nous refait toute l'histoire et c'est voilà. C'est formidable. Je plus sois. Moi aussi. Au pire, c'est retrouvable en captation sur Opsis TV. Ah bah voilà. Et c'est vrai que c'est là où on voit toute l'invention des jeunes metteurs en scène. Avec 3 fois rien, ils nous font quelque chose de grandiose. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être un spectacle classique, pour une fois, mais qui est rendu d'une manière très contemporaine et très moderne. C'est les Jeux de l'amour et du hasard au théâtre de la Porte Saint-Martin. J'irai dans 2 jours. Tu vas passer une très belle soirée. On a une mise en scène de Catherine Yegel qui est extrêmement dynamique, un décor qui est magnifique, et puis un trio de comédiens avec Clotilde M, Laure Calamy et Vincent de Dienne, qui sont absolument fantastiques. Enfin, j'ai adoré cette mise en scène, il faut la voir. Oui, il y a un 4e, effectivement, qui est Nicolas Maury. C'est la seule petite réserve sur le spectacle, mais pour le reste, c'est absolument génial. On retrouve plaisir à voir un texte classique mis en scène avec dynamisme. C'est un très très beau moment. Il faut y aller grand, petit. Tout le monde y trouvera vraiment son plaisir. Je vous remercie toutes les 3 d'avoir parlé aussi bien de vos coups de cœur et du théâtre. Je remercie tous les chroniqueurs d'être ici. Et il est temps maintenant que nous annonçons nos gagnantes du calendrier Radio Mortimer. Je laisse la parole à Théâtre Côté Cœur. Alors effectivement, ça fait une heure que vous attendez. Il est temps de vous annoncer les noms des vainqueurs de notre concours de Molière à Mortimer. Pendant 28 jours, depuis le 15 janvier, qui est la date anniversaire de la naissance de Molière, jusqu'à aujourd'hui, 10e émission de Radio Mortimer, nous vous avons proposé chaque jour de retrouver un des spectacles chroniqués sur notre antenne au cours de l'année 2017 grâce à une citation. Alors certaines vous ont paru évidentes, je vais citer encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Même moi, je sais que c'est la règle du jeu. Et ben voilà. Et pourtant, j'ai perdu la pièce. C'est celle, évidemment, qui a sans surprise remporté le plus grand nombre de bonnes réponses. Il y en a d'autres qui vous ont laissé très pantoises et pantois. Et donc pour ce premier concours que vous proposez Radio Mortimer, vous avez été 17 à répondre de manière assez régulière. Une mention particulière à Mimi Prof 25 qui détient le record de participation et de bonnes réponses avec 14 bonnes réponses sur 28, c'est quand même pas mal, 50%, t'as signalé. Et donc maintenant, roulement de tambour. Et donc le premier prix sont 2 places de théâtre qui vont à Mini Prof 25, qui aura le plaisir d'aller au théâtre du Rond-Point pour assister à Opéra
porno. Opéra porno, c'est une création de Pierre Guillois. Si vous avez aimé Le Gros, la Vache et le Ménate, vous allez adorer. Et Bigre, ça sera programmé au Rond-Point du 20 mars au 22 avril. On y retrouvera pas mal de gens, je vais vous citer quelques-uns. Il y a Jean-Paul Muel, Lara Neumann, Flanan Aubé qui a une voix magnifique, François-Michel Van der Rest. Et donc, on remercie chaleureusement le Théâtre du Rond-Point qui nous soutient depuis notre première émission, qui est toujours là. Un énorme merci, bravo, coup de cœur à Manon, à Marion, à Jean-Christophe. Et puis voilà, on espère que Mini Prof 25 passera une bonne soirée. Le deuxième prix, lui, va à Adiros 75, qui gagne 2 livres sur le théâtre. On va en mettre la photo sur Twitter. Pour nos 2 gagnants, on vous contactera directement via Twitter pour les modalités d'obtention de vos prix. Nous espérons que ce concours vous a fait sourire, rire peut-être, amuser. On vous donne rendez-vous très vite pour un autre événement. On vous tiendra au courant sur les événements, sur les réseaux sociaux. Et puis pour finir les remerciements, donc l'équipe de Radio Mortimer qui s'est impliquée dans ce projet et surtout effectivement Théâtrice Amérique québécoise. Allez, on cite les 2. À la fois main innocente du tirage au sort. Et puis surtout, grande ordonnancière de la publication tous les jours des messages et si à 18h précises et du comptage des votes. Encore une fois, merci au Théâtre du Rond-Point et puis merci aussi à notre généreux donateur qui veut rester anonyme, qui a offert les deux livres du second lot. Je te rends la parole, Déborah. Merci Théâtre Côté Cœur d'avoir parlé aussi bien de notre projet. Donc je remercie tous ceux qui étaient là ce soir pour parler théâtre avec nous. Donc j'espère n'oublier personne. Donc Maxime, le 4e mur, Théâtre Côté Cœur, Roger 42, donc la nouvelle claque, notre nouvelle petite nouvelle, Théâtoile, Théâtrelle, Thibaut, Yann, et puis ceux que vous n'avez pas vu derrière, Strapontine qui était... En fait, je vérifiais si j'ai oublié aucun autre chroniqueur et je t'avais prévu Strapontine qui était derrière son ordinateur aujourd'hui pour le live tweet. Donc soyez gentils avec elle. Et Déborah qui a animé l'émission. Oui, et donc émission qui donc reverra sa reconduction le 12 mars prochain. Donc je rappelle qu'aujourd'hui nous avons chroniqué France Fantôme. En attendant Beauchamp-Glace qui se joue à la Pépinière jusqu'au 5 mai, La Tempête de la Comédie Française jusqu'au 21 mai, pour quand même donner sa chance à la pièce. Macbeth à l'Odéon jusqu'au 10 mars. Et enfin, Le Livre de ma mère, donc au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 17 mars. Donc de quoi vous faire de belles sorties théâtrales. Et donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous poser des questions tout le long du mois avant nos prochaines émissions. On répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit au revoir. Au revoir.